Wesley Snipes est un acteur unique en son genre car il a réussi l'exploit de tout faire. Il aurait pourtant pu éclipser d'autres légendes du cinéma d'action des années 90, comme lorsqu'il a remporté un prix à la Mostra de Venise ou lorsqu'il a été préféré à Denzel Washington en personne. Alors qu'est-ce qui a rendu Wesley si spécial? Quels coups de génie l'ont propulsé au sommet et quels choix catastrophiques ont ruiné sa carrière? Et au fait, que s'est-il réellement passé avec la franchise Blade? C'est de la légende hollywoodienne. Plongeons-nous dans le sujet. Wesley Snipes est un acteur issu du monde des arts martiaux. Il n'a jamais percé comme maître de ballet ou gourou d'aïkido, mais il possédait plusieurs ceintures noires et une formation complète en arts du spectacle. Wesley aimait la danse, mais il a vite compris qu'on ne gagnait pas les sommes astronomiques de Broadway de cette façon. Il s'est donc tourné vers le cinéma. Puis, réalisant que Broadway n'offrait pas non plus les revenus qu'il espérait, il a conquis la télévision au début des années 80. Wesley n'a pas eu à se contenter de petits rôles de figurants dans des séries sans intérêt. Dès 1986, il décrochait un rôle dans la comédie Wildcats, où Woody Harrelson commençait également sa carrière. Cette comédie sportive n'a pas rencontré un grand succès, mais Snipes ne s'en est probablement pas trop plaint. Il a obtenu son premier film, un cachet de $30 et une expérience précieuse dans un genre qui allait lui être utile par la suite. Après ses débuts, Snipes fait une apparition dans le clip de Michael Jackson, Bad, réalisé par Martin Scorsese. Impressionné par sa performance, le réalisateur Spike Lee l'invita à rejoindre son film Do the Right Thing. Ce dernier allait obtenir plusieurs nominations aux Oscars, mais Snipes choisit à nouveau la comédie sportive. Et à vrai dire, il ne s'est pas trompé. Major League rapporta $50 millions au box-office pour un budget de 11 millions. Malgré la présence à l'écran de Tom Berenger, Charlie Sheen, René Russo et autres grands noms du cinéma, Snipes ne passa pas inaperçu et fut salué pour son rôle. Le réalisateur plaisanta d'ailleurs plus tard en disant que le pire joueur de baseball sur le plateau était sans conteste Snipes qui refusa même de toucher la balle. Après le succès de Major League, Wesley avec le thriller policier New Jack City, Spike Lee décida de ne pas abandonner ce talentueux acteur et l'engagea finalement pour son film suivant Mo Better Blues. C'est là que Denzel Washington partageait l'affiche avec Wesley. Apparemment, Denzel n'a pas brillé car après ce film, Spike Lee tira des conclusions pour le moins surprenantes. Pour son film suivant Jungle Fever, il dut choisir entre Snipes et Washington et opta pour Snipes, jugeant Denzel assez modeste en comparaison. Pour Wesley, Jungle Fever marqua un tournant décisif dans sa carrière, tout comme pour Samuel L. Jackson. Ce dernier en tira même davantage un prix à Cannes et des critiques dithyrambiques soulignant la justesse de son interprétation d'un toxicomane. Plus tard, Samuel plaisanta en disant que sa propre addiction de l'époque y était peut-être pour quelque chose. À cette époque, l'acteur avait déjà compris qu'il était possible de gagner de l'argent aussi bien derrière la caméra, et il lança donc sa propre société de production, génie financier ou pure cupidité. L'histoire le dira. Par ailleurs, outre sa société de production, Wesley dirigeait également une entreprise de sécurité qui fournissait des gardes du corps à diverses personnalités, tous entraînés à l'art sacré de la danse de combat. L'acteur avait modestement baptisé ce projet Amen-Ra. En 1992, Wesley Snipes signa pour plusieurs films simultanément. Le premier était une comédie sportive classique avec un partenaire tout aussi connu, Woody Harrelson. Le titre « White Men Can't Jump », Les Blancs ne savent pas sauter, laissait clairement deviner qui était censé incarner la star du basket. Mais en réalité, la situation était plus cocasse. Le réalisateur affirmait que Woody jouait bien mieux au basket que Snipes. Lors du casting, ils testèrent même les compétences de basketteur des acteurs, et c'est pourquoi Keanu Reeves ne fut pas retenu. Apparemment, Keanu fait une démonstration tellement terrifiante qu'ils le congédièrent sur le champ.
Charlie Sheen aurait également pu jouer dans le film, mais il refusa, laissant le rôle à Woody Harrelson. Et tandis que Charlie s'enfonçait dans l'échec ailleurs, White Men Can't Jump rapporta 91 millions de dollars au box-office, pour un budget de seulement 10 millions. Juste au même moment sortait le film d'action Passenger 57. Snipes a eu un coup de chance incroyable. À l'origine, l'acteur ne devait pas être dans le film. Le plan était d'engager Sylvester Stallone, et cela aurait peut-être fonctionné sans cliffhanger que Stallone préférait. Après le désistement de Stallone, le budget de Passenger 57 a été drastiquement réduit et les producteurs paniqués se sont mis en quête d'une autre star. Eddie Murphy n'a pas refusé l'offre, mais a modestement demandé une somme encore plus importante que celle de Stallone. Denzel Washington, quant à lui, n'a rien demandé, il a simplement refusé. C'est seulement après cela que les producteurs se sont tournés vers Wesley Snipes. Passenger 57 n'a pas été un immense succès, mais il a réalisé des performances honorables et a probablement acquis une certaine notoriété grâce aux ventes de DVD et Blu-ray. Snipes a déclaré plus tard que c'était ce film qui lui avait donné le goût des films d'action. À peu près à la même époque, il a également joué dans un petit drame The Water Dance, qui a connu un franc succès dans les festivals, et de nombreux sceptiques ont même commencé à qualifier Snipes d'acteur talentueux. Wesley avait donc le talent nécessaire pour décrocher des rôles dramatiques et impressionner au passage quelques personnes. Mais une fois la fièvre de l'action lancée, plus rien ne pouvait l'arrêter. Demolition Man est un film culte du début des années 90, et fidèle à la tradition, il était censé être complètement différent. Le premier choix des producteurs pour le rôle principal était Jean-Claude Van Damme. Ce dernier accepta volontiers le rôle, et il ne manquait plus qu'un adversaire tout aussi talentueux. Les producteurs proposèrent le rôle du méchant à Steven Seagal, mais voilà le grand maître d'Aïkido annonça soudainement qu'il ne jouerait pas un méchant. Les producteurs se précipitèrent vers Van Damme et tentèrent de le convaincre d'échanger les rôles, mais le Belge voulait aussi incarner le gentil. Après avoir failli en venir aux mains pour savoir qui jouerait le gentil, les deux maîtres quittèrent Demolition Man. Après cela, Stallone a rejoint le projet et s'est naturellement emparé du rôle principal. Il a ensuite tenté de confier le rôle du méchant à Jackie Chan, mais à la surprise générale, Jackie refusait lui aussi d'incarner un personnage malfaisant. Ce n'est qu'après tous ces revirements que Snipes a été engagé. Il n'avait aucun problème à jouer le rôle du méchant, mais le studio s'est alors retiré du projet. Des personnes influentes craignaient tout simplement qu'un acteur noir interprétant un tueur en série ne provoque un tollé médiatique. Mais Snipes tenait absolument à participer au projet et Stallone a insisté pour que l'acteur qu'il préférait soit choisi. Wesley a touché 4 millions de dollars pour ce rôle, ce qui signifie qu'en seulement 2 ans, son salaire est passé de 50 $ pour Jungle Fever à 4 millions pour Demolition Man. Le film a connu un succès honorable au box-office rapportant 159 millions de dollars, mais le studio en attendait clairement davantage. Il était prévu que Demolition Man ait une suite et un prequel avec le retour de Wesley Snipes, mais après un tel échec, tous ces projets ambitieux ont été abandonnés. Juste après Demolition Man, Boiling Point est sorti. L'idée principale était de relancer Dennis Hopper, mais au montage, il s'est avéré que personne n'était intéressé par son personnage. Son rôle a donc été réduit et celui de Wesley Snipes étoffé. Rising Sun a connu un meilleur succès. Snipes y partageait l'affiche avec Sean Connery. Pour que Wesley puisse jouer ce rôle, Michael Keaton a dû renoncer à la réalisation. En effet, Keaton refusait catégoriquement que Snipes interprète un personnage blanc du roman. Même si Rising Sun n'a pas cartonné au box-office, ce n'était pas un échec non plus. Tous ces rôles ont incontestablement contribué à la carrière de Snipes, car pour son projet suivant Drop Zone, il touchait déjà 7 millions de dollars. Parallèlement, l'acteur refusa la suite de son premier succès au box-office Major League car l'offre était moins alléchante. Lors du casting du rôle principal de Drop Zone,
Personne n'avait pensé à Snipes au départ. Le studio avait le choix numéro 1 pour Steven Seagal. Mais même à l'époque, l'acteur exigeait 12 millions de dollars. Lorsqu'on lui demanda de revoir son cachet à la baisse, il accepta le rôle dans la suite de Piège en haute mer où il reçut 15 millions de dollars. C'est alors que Wesley Snipes décrocha le rôle. En raison de mauvaises projections test, Drop Zone dut être retourné pour des reshoots, ce qui retarda sa sortie et permet à Terminal Velocity avec Charlie Sheen de sortir en premier. Drop Zone fut rapidement éclipsé par le succès de Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, puis de Street Fighter, qui dominèrent le marché du film d'action. Money Train a également englouti une somme d'argent absolument astronomique. Les cinéastes ont reconstruit de véritables rames de métro new-yorkaises et créé des tunnels de toutes pièces. Pourtant, le film n'a rapporté que 70 millions de dollars pour un budget de 68. Ce ne sont pas seulement les films d'action qui ont fait un flop pour Snipes. Le drame Sugar Hill a été un véritable fiasco. Et To Wong Foo Thanks for Everything. Avec Julie Newmar le rejoint dans cette spirale négative. Au final, Patrick Swayze et John Leguizamo ont été nommés aux Golden Globes pour ce film. Snipes, lui, n'a rien obtenu. La situation s'est encore aggravée avec The Fan. Ce projet longtemps retardé avait coûté la somme impressionnante de 55 millions de dollars. Sur le papier, il semblait prometteur, mais les choses ont mal tourné à répétition. Brad Pitt était jugé trop beau pour incarner un homme effrayant, et Al Pacino et Jack Nicholson ont disparu de la circulation. Wesley n'a pas flairé le danger, peut-être distrait par un chèque de 7 millions. Tony Scott s'est engouffré dans la brèche dès que Robert De Niro a été choisi. À mi-chemin du tournage, Scott a commencé à traiter le film comme un cobaye expérimentant avec le style visuel. Au final, les amateurs de baseball l'ont qualifié de navet et le film n'a même pas atteint les 20 millions de dollars de recettes au box-office. Donc, Meurtre à la 1006 cents. Wesley s'était vu promettre un cachet faramineux de 10 millions de dollars. Ce thriller policier abandonné par Bruce Willis ne sortit en salle qu'en 1997, à une époque où le marché était saturé de thrillers politiques tous en train de sombrer. Meurtre à la 1600 connut le même sort, rapportant seulement 40 millions de dollars pour un budget identique. Wesley décida alors de rappeler à tous son immense talent avec One Night Stand. Pour ce film, il accepta même un salaire dérisoire. Des rumeurs malveillantes prétendant que Wesley n'aurait obtenu le rôle que grâce à son allure aux côtés de Robert Downey Jr., qui se serait présenté à sa rencontre avec le réalisateur Mike Figgis. Pieds nus, un pistolet dans son sac avec 2 heures de retard et sous l'emprise de stupéfiants. Pour The One Night Stand, Wesley remporta le prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise en 1997. Wesley retourna au film d'action, misant sur le fait que le public se précipiterait pour voir un acteur talentueux. Il rejoignit le casting de US Marshals, un spin-off du Fugitif. Robert Downey Jr. y figurait également et qualifia plus tard ce film de pire de l'histoire d'Hollywood. Snipes se concentra ensuite sur sa société de production, sortant 3 films, mais la plupart furent des échecs commerciaux. En 1998, la carrière de Snipes ressemblait à s'y méprendre au premier acte d'un drame poignant. C'est alors que Blade sortit enfin en salle. Au départ, personne ne pensait à Snipes pour le rôle de Blade. Pour le rôle principal, le studio voulait Lawrence Fishburne ou Denzel Washington. Les acteurs ont été effrayés en découvrant le projet se souvenant de Batman et Robin. Et à un moment donné, on a même demandé au scénariste David Goyer de faire du personnage principal un homme blanc afin d'élargir les possibilités de casting. Snipes n'avait pourtant pas peur des comics. Il cherchait d'ailleurs à décrocher un rôle dans un futur Black Panther. C'est alors que le studio a compris que Blade était indispensable. Snipes était très inquiet pour son avenir et s'est impliqué dans chaque détail du film. Il a même donné du fil à retordre à son collègue Stephen Dorff, le considérant comme un simple acteur engagé, tandis que lui-même était un
producteur talentueux. Pratiquement personne ne croyait en Blade. Les analystes pensaient que le public ignorerait un film sur un héros quasi inconnu. Et pourtant, Blade a détrôné « Il faut sauver le soldat Ryan » au box-office américain. Avec un budget de 45 millions de dollars, Blade a rapporté 131 millions de dollars dans le monde et a connu un succès phénoménal en vidéo. Peu après Matrix est sorti en salle et certains affirment que les Wachowski se sont inspirés de Blade tant certains éléments présentent des similitudes troublantes. Dès la sortie de Blade en DVD et Blu-ray, le studio a annoncé une suite. Il suffisait à Snipes d'accepter des cachets toujours plus élevés et c'est exactement ce qu'il fit. Pour Blade 2, Guillermo del Toro fut engagé. Ce dernier déclara plus tard que personne ne comprenait mieux le personnage de Blade que Snipes et nombre de ses idées furent intégrées au film. Snipes empocha 10 millions de dollars pour sa prestation. Le film rapporta 155 millions de dollars, devenant ainsi le volet le plus lucratif de la trilogie. David Goyer, scénariste des deux premiers films, fut choisi pour réaliser Blade Trinity. Le projet initial prévoyait un monde post-apocalyptique sombre, mais le studio souhaitait plus de fantaisie et d'optimisme. Snipes accueillit le nouveau scénario avec hostilité. Il déclara que Goyer cherchait à l'évincer de sa propre franchise, recentrant l'attention sur les personnages incarnés par Jessica Biel et Ryan Reynolds. Wesley a publiquement traité Ryan d'imbécile et a fini par boycotter le plateau, ne communiquant plus que par des notes signées Blade. Pour le reste des scènes, ils ont utilisé une doublure. Suite à cela, l'acteur a accusé Goyer de racisme et le réalisateur a passé le reste du tournage entouré de motards qu'il avait engagés pour sa protection. Blade 3 a connu des difficultés et le studio a annulé le projet. Les droits du personnage sont retournés à Marvel. Snipes porta l'affaire devant les tribunaux, affirmant que le studio et Goyer le poussaient à l'évincer et réclamant 5 millions de dollars pour ce manque de respect. L'affaire se régla à l'amiable. Les studios finirent par oublier l'existence de Wesley Snipes. Il s'était forgé une réputation d'acteur difficile à gérer. Pour obtenir des cachets plus élevés, il continuait d'accepter des films comme The Marksman, qui n'étaient même pas des films de série B. L'acteur fut rapidement submergé de poursuites judiciaires, notamment la fameuse affaire de ses impôts impayés. Snipes était convaincu que les Américains n'avaient pas à payer d'impôts s'ils se déclaraient non-résidents. Le gouvernement ignora son statut autodéclaré. Wesley écopa de 3 ans de prison et d'une amende de 17 millions de dollars. C'est derrière les barreaux qu'il suivit le succès de Brooklyn's Finest. À sa sortie en 2014, Sylvester Stallone l'invite à jouer dans Expendable 3. Spike Lee lui offrit également un rôle dans She-Ra, mais ces rôles ne parvinrent pas à relancer sa carrière. Les rumeurs d'un retour de Blade ont commencé au milieu des années 2010, mais avec Mahershala Ali à la place de Snipes, Wesley a félicité Ali et a renoncé au rôle. Or récemment, Snipes a fait une apparition surprise dans le rôle de Blade dans Deadpool et Wolverine. Ryan Reynolds a personnellement invité l'acteur et l'engouement suscité a largement compensé leurs efforts. Ces dernières années, Snipes a multiplié les apparitions écrivant des livres et produisant des projets modestes. On peut débattre du moment précis où la carrière de Wesley a déraillé. Peut-être qu'au début des années 2000, il aurait pu redresser la barre en étant moins avide et en privilégiant la qualité au salaire. Mais comme beaucoup d'acteurs avant lui, Snipes a emprunté une voie différente suivant les traces des autres légendes des combats cinématographiques de son époque.